Les arrêts auxquels je pense, ceux qui ont frappé les esprits peut-être, c'est l'arrêt qui a été rendu à propos de l'accord collectif d'entreprise qui accordait une demi-journée de congés supplémentaires à l'occasion de la Journée internationale de la femme seulement aux femmes, et dont la Cour de cassation a considéré que la règle ne constituait pas une discrimination au préjudice des hommes qui ne disposaient pas par conséquent de cette journée de congé supplémentaire. Incontestablement, cet arrêt a pu marquer les esprits, et d'ailleurs il a été parfois critiqué, mais en tout cas il pouvait être intéressant et de ce point de vue-là marquant. L'autre arrêt peut-être marquant, c'est celui qui a été rendu à propos de la contrariété de dispositions légales entre celles qui résultent d'une loi de police qui font interdiction à l'employeur de conserver à son service une personne ne disposant pas d'une autorisation de travail en France, et les dispositions légales qui protègent la salariée en état de grossesse contre le licenciement, arrêt qui, dans le cas de l'espèce, imposait une conciliation de ces deux catégories de dispositions qui produisaient des effets contraires, puisque les dispositions légales protégeant la grossesse avaient pour conséquence d'interdire la rupture, alors que les autres dispositions avaient pour conséquence de valider la rupture, et donc la Cour de cassation était confrontée à une situation où elle devait déterminer celle des deux catégories de dispositions qui prévalaient, et elle a considéré que l'interdiction pour l'employeur de conserver à son service une personne ne disposant pas d'autorisation de travail en France était préalable en quelque sorte aux dispositions légales protégeant la salariée en état de grossesse contre la rupture de son contrat de travail. Voilà pour ce qui est des arrêts marquants, au sens que ce sont des arrêts dont on parle, mais pas forcément des arrêts qui marquent durablement une évolution de jurisprudence. Je pense à plusieurs arrêts en particulier, ceux du mois de novembre 2016 qui ont défini la notion de groupe pour la première fois, relativement à la question du groupe à prendre en considération dans l'appréciation de la cause économique comme motif économique de licenciement, et dans la notion de groupe à prendre en considération s'agissant des dispositions légales qui énoncent que l'employeur qui établit un plan de sauvegarde de l'emploi à l'occasion d'une restructuration doit prendre en compte les moyens dont dispose le groupe pour établir un plan de sauvegarde de l'emploi qui réponde aux exigences légales. Nous n'avions jamais défini le groupe qu'il fallait prendre en considération, en tout cas sa définition juridique, et là nous l'avons fait pour la première fois dans ces arrêts de novembre 2016, en nous calant sur la définition du groupe qui est donnée dans les dispositions légales qui prévoient l'existence d'un comité de groupe dans un groupe, et qui, à cette occasion-là, définissent le groupe à prendre en considération pour l'institution d'un comité de groupe. Nous nous sommes donc calés sur cette définition, et j'ai pu constater que les ordonnances qui viennent d'être adoptées et publiées reprennent cette même définition à l'occasion de la cause économique de licenciement et de l'obligation de reclassement de l'employeur, tant en ce qui concerne le reclassement pour inaptitude que le reclassement en matière de licenciement pour motif économique.